Bonjour Daniel Cohen. Bonjour. Vous êtes économiste, vous êtes le patron du département économie de l'École normale supérieure. Vous avez participé à la fondation de l'École d'économie de Paris. Vous êtes un des économistes les plus réputés, les plus prolifiques en France. Et vous sortez un livre chez Albin Michel, Il faut dire que les temps ont changé. C'est la description minutieuse, assez savante d'un paradoxe absolu. Le monde va mieux qu'il y a 10, 20 ou 50 ans. Et les gens, la population, le vit moins bien qu'il y a 10, 20 ou 50 ans. Pourquoi ? Tout simplement d'abord parce qu'on a perdu un monde connu, celui de la société industrielle où chacun savait exactement où il était, où il habitait. Le schéma était clair. Le schéma était clair, c'était une société qui a été beaucoup critiquée dans les années 60 parce qu'elle était déshumanisante, aliénante, mais elle avait un grand mérite, elle était inclusive. L'ouvrier, le contremaître, l'ingénieur, le patron, tous appartenaient au fond à la même société salariale. La société. Ouais, une société. Et aujourd'hui ? Et 50 ans plus tard, plus personne ne sait où il habite vraiment. C'est-à-dire que les classes populaires ont été, on va dire, externalisées aux 80 de processus de production de plus en plus complexes, de plus en plus externalisés. Et puis même les classes, on va dire, intellectuelles supérieures, savent plus très bien où se situer dans ce monde. Donc oui, longue période d'errance qui se traduit par le fait que pendant longtemps, on a appelé cette société nouvelle, société post-industrielle, ce qui voulait simplement dire qu'on ne savait pas la décrire autrement que par le monde qu'elle avait aboli. Oui, et qu'elle avait abandonné. Et vous dites depuis, je vous cite, une immense frayeur traverse la société. Et oui, c'est celle de savoir ce que cette société post-industrielle est vraiment. Et il me semble, et c'est un peu ça le ressort du livre, il me semble que maintenant on sait. On sait que cette société post-industrielle, elle a un nom. On peut l'appeler la société digitale. Voilà. Moi, je l'appelle numérique, digital. Alors maintenant, je lui propose un autre nom, si vous voulez, au fil de la présentation de ce livre. Je crois qu'on peut l'appeler la société algorithmique. C'est-à-dire c'est une société dans laquelle le vis-à-vis tend à être, pas toujours, grâce à Dieu, nous sommes là l'un face à l'autre, mais de plus en plus des algorithmes. Un avatar, en quelque sorte. Oui, exactement. Donc nous sommes nous-mêmes inscrits dans une chaîne de production et de consommation où tout se passe en ligne. On avait le travail à la chaîne et d'une certaine manière, la boucle est bouclée. Le titre du livre est un peu ironique, les temps ont changé, oui bien sûr, mais pas tant que ça. On se retrouve dans un ensemble cohérent. Je travaille en ligne, je consomme en ligne. Oui, et je suis représenté par une image algorithmique. C'est pas un mot valise, l'algorithme ? L'algorithme, c'est un mot qui est hybride parce que, par exemple, l'intelligence artificielle est différente de l'algorithme à proprement parler, mais on va les mettre entre les deux. On est peut-être, en réalité, en effet, si vous voulez vraiment creuser le sens des mots, en train de passer d'une société d'algorithme à une société d'intelligence artificielle. L'algorithme, c'est juste un process, comme le travail à la chaîne, on ne peut pas tellement en sortir, alors que l'intelligence artificielle, c'est la promesse d'une interaction d'un type nouveau. Donc c'est l'algorithme de l'algorithme. C'est l'étape d'après. Vous décrivez dans ce livre une série de désillusions, des illusions sur la croissance qui n'a pas produit les effets et qui d'ailleurs ne respecte pas ce qu'on appelait les cycles de Kondratiev, c'est-à-dire un économiste qui disait que la croissance et la décroissance se suivaient par des cycles assez prévisibles, la baisse du travail qui n'a pas donné une société de loisirs et de plaisir, la montée des richesses qui a été accompagnée d'une montée des inégalités et puis l'ouverture des frontières qui a donné cette pression migratoire dont on vient de voir encore hier en Suède un certain nombre de résultats. Est-ce que cette société du numérique, du digital, de l'algorithme est une société du pessimisme ? Non, pas forcément. Je pense que l'histoire est totalement ouverte. Et il est possible d'ailleurs qu'on soit en train de clore un chapitre. C'est-à-dire que 50 années se sont passées depuis mai 68 et les signes les plus forts de la protestation de la société industrielle qui en fait annonçait son déclin. Évidemment, les 68 heures n'y sont pour rien. La société industrielle est tombée absolument pas. Et d'ailleurs, ils se sont très bien coulés dans le moule ensuite. Voilà, bon, donc c'est pas lié, mais bon, elle est arrivée à son terme et c'est peut-être ce que les années 60, plus généralement que les 68, ont senti. Mais il est possible que la période qu'on vient de vivre, ce sont 50 années de transition, quelque chose qui ressemble à l'effondrement de la civilisation ancienne, et que seulement maintenant, les grands progrès de l'intelligence artificielle datent de 4 ou 5 ans seulement, on soit en train de reconstruire quelque chose. Et là, j'essaye d'avoir une note optimiste, si vous voulez, puisque je crois vraiment que l'histoire est ouverte. Il y a deux voies possibles. Une voie dans laquelle les producteurs d'algorithmes, d'applications tueuses, etc., continuent de donner le là. Donc quelqu'un, un jeune homme en général, dans la Silicon Valley, va trouver une application qui va vous permettre de vous soigner tout seul, de vous éduquer tout seul, d'apprendre les langues tout seul. C'est déjà le cas. Et dont la propagation est quasi instantanée. Voilà, la propagation en termes d'usage est instantanée, mais en termes de richesse, par contre, beaucoup plus lente. Donc ça, ce serait une société totalement inégalitaire, dans laquelle les uns
1%, les 0,1% créent la valeur, entourés d'une domesticité décroissante. Et de gens dépendants en fait de ces créateurs. Voilà, tout à fait. Alors ça c'est la première voie. Première version. Et l'autre voie, et j'y crois, mais je pense qu'il faut œuvrer à ça, ça dépendra d'ailleurs de nos écoles et nos universités, pas seulement les nôtres, mais du monde entier, c'est celle dans laquelle une nouvelle classe moyenne se constitue. On peut imaginer que l'intelligence artificielle permettra à des infirmières de disposer d'un diagnostic qui leur permettra d'agir sans passer par exemple par les médecins ou même les hôpitaux, mais en interaction avec ceux-ci. Cette classe moyenne, c'est elle la grande perdante des 50 dernières années, on appelle ça la polarisation, c'est le milieu qui disparaît, on peut la reconstituer. Qui disparaît ou qui a le sentiment de disparaître? Non, enfin aux États-Unis, elle s'effondre vraiment, c'est-à-dire qu'on voit vraiment ce qu'on appelle la polarisation, c'est une évolution en U des richesses. Il y a beaucoup de richesses en haut, il y a beaucoup d'emplois en bas, et il n'y a rien au milieu. Pourquoi? Parce que la classe moyenne, ce sont des tâches intermédiaires, celles-là même que l'Internet, on va dire, substitue facilement. Il n'y a pas besoin d'intermédiaires. Qui nourrit le populisme, les votes bien Trump, Brexit, bien sûr, c'est-à-dire le sentiment d'un déclassement irréversible. Voilà. Et donc cette classe moyenne, vous pensez qu'elle peut renaître? C'est le socle de quelque chose d'optimisme qui est devant nous? D'une certaine manière, on n'a pas le choix. Il faut qu'elle renaisse, parce que si la classe moyenne ne devait pas renaître, retrouver de la vitalité, des espérances pour soi-même et pour ses enfants, alors ça on le sait depuis Aristote, la démocratie n'est pas possible sans classe moyenne, la polarisation de l'emploi, ça entraîne une polarisation des passions politiques aussi. Mais ça ne viendra pas seul, il faut qu'on soit capable de doter les architectes, les enseignants, le personnel hospitalier, enfin bon, tous ceux qui font le cœur finalement de la société de service, de leur doter les moyens d'agir avec cette intelligence artificielle plutôt que contre. C'est-à-dire d'être acteur à partir de cette intelligence artificielle et non pas de la subir. Exactement. Une manière simple de résumer tout ce qui se passe, en fait, c'est, je reprends les théories de Jean Fourastier à ce propos, c'est de dire cette société post-industrielle, on aurait pu la caractériser plus vite, plus simplement, en disant que c'est une société de service. On a eu le primaire, l'agriculture, le secondaire, l'industrie. Au fond, on est depuis maintenant très longtemps une société tertiarisée de services. Mais une société de service, c'est une société de face à face. C'est une société où Monsieur A s'occupe de Madame B ou le contraire. Et cette société-là, elle a du mal à trouver de la croissance, parce que si le temps que je passe avec quelqu'un et la valeur du produit, c'est dur de croître. La société algorithmique, elle donne des leviers de croissance, puisqu'on peut s'occuper de plusieurs personnes à la fois. On peut le faire bien, on peut le faire mal. Gagner en productivité et créer précisément de la valeur. Si on le fait bien, c'est-à-dire si l'emploi reste là. Il reste plusieurs choses à dire sur ce livre, mais une chose qui me frappe beaucoup, c'est que la rapidité des contestations, c'est-à-dire l'éternel recommencement, on voit une piste et tout de suite l'opposition qui naît et qui se propage dans le monde, cette rapidité des cycles sur lesquels on fonde un peu d'espoir et puis on constate de la déception est très frappante depuis 50 ans. Comment est-ce que vous expliquez ça? Oui, moi je pense que tout simplement, il y a la prise de conscience un peu générale que cette société post-industrielle, numérique, pose au fond les mêmes questions que la société industrielle, c'est-à-dire ne va-t-elle pas être déshumanisante? Et est-ce que finalement l'homme va se perdre dans ces algorithmes? Et c'est ce malaise profond, au-delà de la question des redistributions du rôle de la classe moyenne, il y a quelque chose de beaucoup plus existentiel. Et donc le grand paradoxe de cette période, c'est qu'on a cru qu'on sortait de la société industrielle et que donc d'une certaine manière on pouvait avoir l'espoir d'une société plus humanisée. 50 ans plus tard, la promesse de croissance, c'est qu'au fond on renoue avec un cycle qui va déshumaniser si les algorithmes prennent trop de place dans la production, on est tout le temps en ligne et on ne réfléchit pas, mais dans la consommation aussi, c'est-à-dire qu'on est abéti par, on va dire, des séries, des modes d'addiction qui nous attachent à nos écrans. Merci Daniel Cohen. Il faut dire que les temps ont changé. Chronique fiévreuse d'une mutation qui inquiète chez Albin Michel. Un livre qui essaie d'analyser ce qui se passe dans notre monde et de prévoir ce qui peut se passer demain. Merci. Merci.